Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Votre regard de syndicaliste, vous qui avez été secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018, sur les contradictions de cette rentrée 2021. On nous avait parlé du monde d'après, on nous avait parlé de décroissance verte. En cette rentrée 2021, on voit que les indicateurs passent au positif. La croissance devrait atteindre 6% à la fin de l'année. Le taux de chômage retrouve son niveau d'avant-crise, d'avant 2008. L'activité tourne à 99% de ses capacités et on est à 50 millions de Français vaccinés. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on parle de pouvoir d'achat. Comment envisagez-vous ces contradictions ? D'abord, comme toute crise sanitaire, c'est une crise difficile à gérer, même si on peut considérer que les pouvoirs publics ont fait des bêtises, mais qui n'en feraient pas dans ce genre de situation face à un virus qu'on ne connaît pas, etc. Il ne faut pas non plus verser dans le pessimisme. Faire un vaccin en 1 an, c'est une prouesse scientifique et technique. Alors, moi, j'ai soutenu, je considère que c'était une bonne idée de faire le quoi qu'il en coûte, ce que le président de la République a appelé le quoi qu'il en coûte. Ceci étant, c'est vrai que les indicateurs que vous donnez sont justes. Je rappelle quand même que c'est 6% de croissance par rapport à l'année dernière où il y avait une décroissance. Faut pas l'oublier. Bon. Ceci étant, on a beaucoup discuté pendant la crise sanitaire, le monde d'avant, le monde d'après. Je pense qu'il y a des changements qui vont s'imposer d'une certaine manière. Ces changements sont de quelle nature? À la fois sur le travail, par exemple, l'ampleur prise par le télétravail pendant la pandémie a fait exploser le télétravail. Il y en aura moins, bien sûr, il faut le réguler, il faut signer des accords, etc. Mais il y aura plus de télétravailleurs après cette pandémie qu'avant. Ça, c'est un premier élément. On voit aussi que quand il y a une crise grave, en l'occurrence une crise sanitaire, en France comme ailleurs, qui gère le dossier? Avant tout l'État. C'est l'État et ce sont les pouvoirs publics qui sont amenés, qui sont appelés à prendre des décisions, même si on a vu aussi les entreprises, et beaucoup d'entre elles, être très agiles pour fabriquer des masques, retourner leur production, etc. Bon. Donc ça signifie ça aussi que ceux qui disent c'est tout confiance au marché, non, on voit bien que quand il y a une crise, l'État, les États, quels qu'ils soient, doivent jouer un rôle important. Ça a mis en exergue aussi une certaine efficacité et aussi des problèmes dans le fonctionnement de l'État. On a bien vu que le ministère de la Santé, c'était pas simple. Et c'est pas d'aujourd'hui. C'est un ministère, par exemple, où vous avez des directions qui travaillent en silo, manque de coordination de l'hôpital public avec la médecine libérale, avec l'hospitalisation privée. Donc ça, c'est des choses qui ont été révélées un peu pendant cette crise et qu'il faudra régler d'une manière ou d'une autre. Alors oui, le pouvoir d'achat. Pourquoi le pouvoir d'achat aujourd'hui? À la fois parce que les centaines de milliards injectés par la Banque Centrale Européenne, mais aussi par la Fed ou les autres banques centrales, ont conduit à une explosion du marché des actions. Et donc ceux qui avaient beaucoup d'argent se retrouvent, certes c'est virtuel puisque c'est la valeur d'une action, mais se retrouvent à la tête de fortunes qui ont augmenté. Et donc ça génère à la fois chez les gens, et nous, d'une certaine manière. Faut pas, cette crise se traduit aussi par une augmentation, un accroissement des inégalités. Et pourtant, le gouvernement communique ces derniers jours sur une augmentation de 8% du pouvoir d'achat sur la période du quinquennat. Oui, mais ça, comme toujours, ce sont des moyennes. Ça ne concerne pas, c'est une moyenne 8%. Alors, il y a eu ceux qui ont gagné, il y a ceux qui ont perdu. Vous savez, quand on a eu la crise des Gilets jaunes, le premier point, c'était une question de pouvoir d'achat. Et ça, je considère que ça n'est pas réglé encore profondément aujourd'hui. Les inégalités se sont accrues, à la fois parce qu'il y a eu un tassement dans les augmentations de salaire depuis quelques années, puis aussi parce que ce qu'on appelle le poids des dépenses contraintes dans le budget des ménages a augmenté. Le prix de l'énergie a augmenté, vous avez eu le prix des loyers qui a augmenté, vous avez aussi de nouvelles dépenses, les téléphones portables par exemple.
exemple, qui n'existait pas il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est considéré comme une dépense contrainte, et beaucoup de gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le gouvernement le reconnaît d'une certaine manière. Quand on a parlé des travailleurs de deuxième ligne, les caissières de supermarchés, les gens qui travaillent dans la sécurité ou dans l'aide à domicile, tout le monde a dit oui, ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Ils sont indispensables, on l'a vu pendant la pandémie, mais ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Et regardez, aujourd'hui encore, on débat pour savoir si, au niveau des branches, les salaires doivent augmenter ou pas. Et le gouvernement ne s'est pas donné les moyens d'imposer d'une certaine manière à certaines branches, vous devez discuter, sinon vous aurez une sanction d'une manière ou d'une autre. Donc ce problème du pouvoir d'achat, je suis persuadé que c'est un problème prégnant dans les mois à venir, y compris pendant la campagne électorale. Alors, si on évoque un petit peu ce monde d'après, il y a aussi la préoccupation écologique. Alors, justement, je voulais interroger, vous qui êtes social-démocrate, qui vous réclamez de cette social-démocratie, n'avez-vous pas l'impression que l'écologie a pris quand même le pas dans les préoccupations des gens? On l'a vu évidemment à l'occasion des municipales, les villes qui ont basculé, Bordeaux, Lyon, Strasbourg. Comment voyez-vous cette évolution justement à l'aube de cette année présidentielle où Yannick Jadot a été désigné comme le candidat écologiste? Moi, j'ai toujours considéré que l'écologie était un problème, était une vraie préoccupation. Il y a effectivement des problèmes environnementaux sérieux tels que le réchauffement climatique. Moi, je n'ai jamais été très partisan des partis écologistes. Je considère que l'écologie, les questions environnementales, tous les autres partis devraient de plus en plus s'en préoccuper. Je ne suis pas partisan de la décroissance. Et je considère que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'une certaine. Si vous prenez par exemple la question de l'énergie et la question par exemple de l'électricité, moi j'ai toujours considéré que, quand je dis je suis pro-nucléaire, pas 100% nucléaire, il faut développer d'autres énergies, mais je considère que c'était une erreur de fermer Fessenheim par exemple, puisque ça nous amène aujourd'hui à devoir, quand il y a des bouchons, voilà, nous-mêmes. Bon. Par contre, j'ai toujours considéré aussi que le nucléaire devait rester dans la sphère publique, parce que c'est quand même une énergie particulière. Et la décroissance, ça veut dire une croissance négative. Pour moi, c'est plus une question bobo qu'une question qui préoccupe les gens tous les jours. Et quand on parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, quand le mouvement des Gilets jaunes éclate pour des raisons de pouvoir d'achat, c'était à l'occasion de taxes, notamment. Ben oui, parce que beaucoup de gens se sont sentis humiliés. Quand vous expliquez depuis des années à des gens, mais écoutez, qui sont partis, par exemple, qui ont quitté la ville parce qu'ils n'arrivaient pas à se loger, qui ont trouvé un logement à 15-20 km de la ville, c'est un couple qui travaille, ils ont 2 voitures, qui roulent au diesel parce qu'on a favorisé pendant longtemps le diesel, qui se chauffent au fioul, et on est en train de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas de bons citoyens, vous polluez la planète. Comment voulez-vous que ces gens-là ne se sentent pas humiliés d'une manière ou d'une autre? De la même manière, quand on impose la voiture électrique, très bien la voiture électrique, mais il faut des batteries, il faut de l'électricité. Comment on fabrique cette électricité? Comment on va gérer après le recyclage de ces batteries? Est-ce qu'on ne va pas trop vite par rapport à l'industrie automobile en imposant d'ici 2035 le tout électrique? Voilà, je pense que ça ne doit pas être une affaire d'idéologie. Ça doit être une affaire sérieuse, certes, qu'il faut aller vers une transition écologique, c'est évident, mais moi j'en fais pas une question politique au sens politicien, j'en fais une question de fond qui doit imprégner tout le monde. Et la transition écologique, c'est un élément essentiel, ça doit concerner tout le monde, mais il faut y aller progressivement. Alors, bon, c'est pas l'homme politique qu'on est venu rencontrer aujourd'hui, hein, c'est celui qui a dirigé pendant 14 ans Force ouvrière qu'on a le plaisir de rencontrer. Une question cash, si j'ai envie de dire. Est-ce que le syndicalisme est un sujet d'avenir en France? Le président Macron semble avoir acté une évolution du paritarisme qui se finit par une étatisation. On l'a vu dans la réforme de l'assurance chômage. Vous considérez que ce qu'on appelle la crise du syndicalisme, si vous acceptez cette analyse, c'est un trou d'air ou c'est un phénomène durable? Non, moi je pense que c'est plus un phénomène de trou d'air qui peut durer un moment.
Moi, je ne crois pas à la fin du syndicalisme, ça, que ce soit en France ou ailleurs. Vous savez, quand j'étais secrétaire général de l'UFO, je disais souvent aux militants, regardez bien la notion de temps. 25 ans dans la vie d'un individu, c'est long. Hein, et encore plus long si vous connaissez des périodes de difficultés, chômage par exemple, ou des difficultés personnelles. 25 ans dans la vie d'une société, c'est rien. Alors, quand je disais ça, j'avais conscience et je leur disais, ça ne règle rien ce que je vous dis, mais ça permet de relativiser les choses. Or, il est clair qu'en France, comme ailleurs d'ailleurs, c'est pas uniquement une question française, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de négocier qu'il y a 20 ou 25 ans. Vous savez, on a eu la période des années 80, à partir des années 80, hein, ce que les économistes appellent l'école de Chicago, Milton Friedman, qui donnait à l'époque, lui, la priorité à la maximisation du profit et aux dividendes pour les actionnaires. Bon, la priorité, ça ne devait pas être ni les salariés, ni les clients, etc. Cette période-là, qui a démarré aux États-Unis, hein, avec Reagan, après Thatcher, qui est arrivée chez nous et dans les autres pays européens, ce qu'on appelle parfois le néolibéralisme, etc., ça a eu des conséquences. Hein, ça a eu des conséquences en termes d'inégalité, ça a eu surtout en termes d'inégalité d'ailleurs, et d'expression de colère ici ou là par rapport à ces inégalités croissantes. Moi, je suis persuadé, même avant la crise sanitaire, qu'on était en train de quitter les rivages de l'école de Chicago et qu'on était en train de retrouver un peu l'école keynésienne, modernisée, si vous voulez. Et d'ailleurs, la crise sanitaire a montré que, ce que je disais tout à l'heure, l'État a dû intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors, quand vous êtes une organisation syndicale, ces périodes sont difficiles à vivre. Parce que, pourquoi les gens adhèrent à un syndicat ? Ils adhèrent à un syndicat, ils ne vont pas aller, il y en a peut-être, mais aller faire du benchmarking des statuts confédéraux sur Internet. Bon, il y en a peut-être quelques-uns, mais bon. En fait, les gens adhèrent parce que dans l'entreprise ou dans l'administration du travail, ils considèrent que tel délégué, telle équipe syndicale fait un bon boulot, donc ils vont aller les soutenir ou ils vont voter pour eux pour les remercier du travail qui a été fait. Quand vous obtenez moins de choses parce que les temps sont plus durs, ce n'est pas un facteur de syndicalisation. Ça, c'est un premier élément. Donc moi, considère que les syndicats ont de l'avenir d'une certaine manière. Après, on peut discuter le paysage syndical, on peut discuter toute une série de choses. Et là, je considère que c'est une erreur fondamentale d'Emmanuel Macron. Moi, j'avais eu à l'époque l'occasion d'en discuter avec lui. Il ne croit pas. Alors lui, il parle des corps intermédiaires. Il ne croit pas au syndicalisme. Pour lui, le syndicalisme, les syndicats, ça doit être uniquement dans l'entreprise. Alors, justement, sur ce point-là, le système français est caractérisé par ce qu'on appelle le paritarisme à la française. Et quand on regarde les contours de ce paritarisme, les partenaires sociaux gèrent environ 150 milliards d'euros de prestations hein, à travers les retraites complémentaires, le chômage, etc. etc. Pourtant, donc c'est une responsabilité énorme financièrement. Aux dernières élections, seuls 38% des salariés ont voté pour ces syndicats. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité quelque part sur cette responsabilité et cette représentativité? Alors, les 38%, c'est tous les salariés. Alors, c'est vrai que par exemple, je pense qu'ils finiront par l'abandonner d'ailleurs. Quand vous faites des élections de représentativité dans les TPE, vous n'avez quasi moins de 5% de votants. Sauf que ça fait du monde et ça fait baisser la moyenne. Quand vous regardez les participations au vote dans les entreprises, là où les syndicats sont implantés, on est surtout implanté dans les grandes entreprises, les grosses PME, les administrations. Là, vous faites monter la moyenne. Et vous savez... vous êtes chez les éboueurs à Marseille, je crois aussi. Oui, oui, mais à Marseille ou ailleurs, dans l'administration comme dans le privé. Hein. Les syndicats, d'une manière générale, je ne dis pas qu'ils sont suffisamment implantés. Ce serait mieux s'ils étaient implantés plus largement. Mais je ne pense pas que c'est un problème de crédibilité. Moi, je pense que le paritarisme, c'est quoi? C'est on confie aux interlocuteurs sociaux, organisation patronale, organisation syndicale de côté représentative, la gestion de ce qui tourne autour du contrat de travail. C'est ça le paritarisme.
Donc c'est l'assurance chômage, ce sont les retraites complémentaires, c'est la formation, ce fut en son temps la sécurité sociale, etc. Moi j'ai toujours considéré que c'était une école de responsabilité. Quand vous êtes gestionnaire d'une caisse de retraite complémentaire, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous avez la responsabilité à la fois du service des retraites, donc de trouver le bon niveau de cotisation, de trouver le bon niveau de prestation, de fabriquer l'aide sociale, etc. Et je ne pense pas que l'État soit meilleur gestionnaire. Et écoutez, ça existe dans les retraites complémentaires depuis 1947, l'assurance chômage depuis 1958, et là c'est vrai que depuis quelques années, on assiste à une remise en cause de ce paritarisme. Ça n'a pas démarré avec Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy a créé Pôle emploi, qui a affaibli déjà le paritarisme dans l'assurance chômage. Mais là, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, ne serait-ce que, je ne parle pas du contenu du dossier, mais de la manière dont les choses se sont passées sur l'assurance chômage, pour moi, c'est inadmissible. On va le détailler. D'accord. Alors, pour continuer dans le paysage syndical, voilà, résultat aux élections, et en parallèle de ça, une forme d'éparpillement. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'organisations syndicales, en tout cas par rapport au segment de population des salariés? Et est-ce que finalement, ce n'est pas cette faiblesse relative qui fait que les syndicats sont débordés par les citoyens qui se réunissent sous forme de gilets jaunes ou de mouvements citoyens? Je pense que oui. Non, si on raisonne froidement, je dirais oui, il y a trop de syndicats en France. Je suis d'accord. En fait, quand on reprend de mon point de vue, il y a trois écoles syndicales d'une certaine manière. À l'image de ce qui existe en Italie, en Belgique, etc. Vous avez un syndicalisme de type contestataire qu'on va retrouver en France autour de la CGT, Solidaire, etc. Vous avez un syndicalisme de type réformateur autour de la CFDT. Quand je dis réformateur, je veux dire c'est à la fois un syndicat, mais c'est plus qu'un syndicat aussi. Il rentre dans des projets de société, comme le pacte du pouvoir de ville. Et vous avez un syndicalisme plus réformiste, qui dit le syndicat ne fait que du syndicalisme autour de FO. Ce sont les trois grandes écoles, hein, alors qu'il y a d'autres organisations qui existent dans notre pays. Et je dis, le pluralisme syndical, c'est un élément de démocratie, l'éparpillement, c'est pas efficace, quoi, hein. Donc là, il y a effectivement un problème. Maintenant, c'est les salariés qui peuvent décider de ce genre de choses. C'est pas les appareils qui vont... Chaque fois qu'ils ont essayé, ça n'a jamais marché. Alors après, vous savez, dans l'histoire, il y a toujours eu des moments où les syndicats officiels, entre guillemets, se font court-circuiter. Il y a eu des coordinations chez les cheminots, chez les infirmières. Les gilets jaunes, c'était pas uniquement... Au départ, c'est la question de pouvoir d'achat, mais à travers... face à un gouvernement qui décidait d'une taxe. Donc le dossier était différent, même si après ça a évolué, y compris sur le plan politique. Donc pour autant, je ne pense pas, moi, que le syndicalisme en France comme ailleurs est condamné. Enfin, il sera condamné le jour où il n'y aura plus de salariés, mais bon, c'est pas aujourd'hui là, demain la veille. Alors, dans cette sociologie qui peut aussi expliquer ces phénomènes-là, Marcel Gauchet, dans une analyse récente qui faisait une rétrospective des 40 dernières années, à l'occasion de la fin de la revue Le Débat, caractérise la période des 40 dernières années par une poussée de l'individualisme, un désengagement politique et une radicalisation via les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous, de manière très pratique, en tant que dirigeant syndical, vous avez appréhendé ces évolutions? Oui, mais Marcel Gauchet a raison, il y a des comportements plus individualistes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des comportements plus égoïstes. Vous avez par exemple dans les jeunes générations, ils ne vont peut-être pas se syndiquer, en tous les cas pas tout de suite. Par contre, ils vont militer sur une cause à un moment donné, ça va durer le temps que ça va durer, après ils choisiront une autre cause. Donc je ne confonds pas individualisme et égoïsme. Premier élément. Deuxième élément, c'est vrai que les confédérations syndicales, quelles qu'elles soient, pour une partie de la population aujourd'hui, sont considérées comme des institutions et donc critiquables, au même titre que les partis politiques, que les gouvernements, que les médias, etc. Et bon,
Même si les uns et les autres, on est sur, les syndicats sont sur les réseaux sociaux, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a du bon et du mauvais. Ça a du bon, on voit que c'est un moment d'expression libre, chacun. Mais quand vous êtes sur un réseau social, finalement, vous êtes avec votre famille de pensée, d'une certaine manière. Vous êtes dans une bulle qui représente votre famille de pensée. Et ça génère aussi plus de radicalité. Mais moi, je pense que ce sont il y a des choses à faire. Moi, je pense que l'anonymat, c'est un problème sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas insulter, dire n'importe quoi, etc. Il faut assumer ses actes et assumer ses paroles. Et alors, de manière très pratique, quand vous avez pris les rênes de Force ouvrière, on était moins développé sur cet aspect réseaux sociaux. En 2018, on est en plein. Est-ce que ça a changé, voilà, je sais pas, la façon dont on organise une grève, la façon dont on organise un congrès quelle a été votre perception de ce changement Non, on s'est mis tout de suite, très rapidement, sur les sites internet, aujourd'hui sur quasiment tous les réseaux sociaux, pas simplement la Confédération, les syndicats en tant que tels. Des syndicats FO peuvent créer un réseau entre eux sur Facebook, Instagram, etc. Tout ça existe. Non, ça n'a, mis à part l'utilisation de la technique, sinon, sur l'organisation des congrès, ça n'a pas changé. Non, ça c'est d'abord c'est statutaire, il y a des règles à respecter, etc. Mais oui, tous les syndicats s'y sont mis d'une manière ou d'une autre, ça c'est vrai. Alors Jean-Claude Mailly, aujourd'hui vous avez passé à une autre vie, vous êtes consultant. Vous travaillez actuellement pour donner du sens à la politique de RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et si j'ai bien compris, vous essayez de faire en sorte que cette RSE soit autre chose qu'un outil de marketing, ce que certaines entreprises peuvent pratiquer comme ça. Comment vous y prenez-vous? D'abord, ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions-là. Je considère, je ne suis pas le seul aujourd'hui, qu'on est sur une tendance qui peut-être pas aussi rapide qu'on le souhaitait, mais une tendance lourde. Et que demain, l'entreprise qui ne sera pas dans une logique vérifiée, on n'est pas sur du greenwashing ou du social washing, ou uniquement de la communication. C'est de la certification? Oui, je vais vous expliquer. Oui. Une entreprise qui ne prendra pas sérieusement en considération ce qu'on appelle RSE, ESG, enfin c'est les questions d'environnement, les questions sociales, les questions de gouvernance, seront des entreprises qui risqueront de disparaître. Parce qu'il y aura une pression à la fois sur les questions environnementales, une pression sur les questions sociales et de démocratie. Vous voyez bien, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux Ouïghours, par rapport à toute une série de choses. Les réseaux sociaux qui font une pression, les consommateurs qui font une pression, vous avez des sites comme Yuka, etc. Ce qui fait que toutes les études montrent d'ailleurs, d'ores et déjà, que ce soit des études du côté anglo-saxon ou des études en France, que les entreprises qui ont sérieusement pris en considération ces trois éléments sont des entreprises qui ont de meilleurs résultats financiers, une meilleure performance économique. Ça, je pense que c'est une tendance de fond. Bon. Alors après, comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on est dans la théorie. Par exemple, là, moi je travaille avec une société de gestion où on est en train de créer un fonds. Cette société s'appelle Oma Capital. On est en train de créer un fonds qui va investir dans des PME sur le S de l'ESG, ça veut dire sur le social. Parce que les questions environnementales, on les mesure plus facilement, le rejet de CO2, etc., ça se mesure. Le social, il y a certes du quantitatif, mais il y a aussi du qualitatif. Bon. Après, il y a les questions de gouvernance. Bon. Et donc, on va faire avec toute une série de filtres. Par exemple, on va commencer par ce qu'on appelle les exclusions, dans quel secteur on n'investira pas, par exemple. Alors après, c'est les choix de l'entreprise. Nous, on a décidé que le nucléaire, à condition qu'il est public, on pourra continuer à investir. On ne va pas investir dans des grandes entreprises qu'on n'a pas la surface pour peser. Notre volonté, c'est de peser également dans l'entreprise. Et après, vous avez toute une série de critères sociaux avec des filtres successifs. L'analyse de la financière de la société, ça, c'est pas mon job. Bon. Une série de critères. Il y a les critères
entre guillemets simple, parce que la loi existe, c'est l'index égalité homme-femme. Ça, maintenant il y a une loi, il faut respecter certains éléments. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans une entreprise, s'il y a un DRH, est-ce qu'il siège au comité de direction? Ce n'est pas toujours le cas. Et par expérience, je sais que quand il ne siège pas au comité de direction, ça veut dire qu'il est deuxième ou troisième niveau, il finit par y avoir des problèmes dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des accords de signer au-delà des négociations obligatoires? Est-ce qu'il y a de l'épargne salariale? Est-ce qu'il y a de l'actionnariat salarié? Quel est l'écart de rémunération? Voilà, toute une série de critères très simples. Le problème aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises, françaises ou autres, utilisent des critères et des références anglo-saxonnes, notamment américaines. Toutes les grandes entreprises françaises, les multinationales, ont par exemple B Corp, qui est... alors c'est assez compliqué, c'est plus de 200 critères, ça mobilise beaucoup de personnes pour remplir les grilles, ça coûte cher. Vous avez des PME qui ne pourront jamais se payer B Corp, parce qu'à la fois c'est cher, c'est trop compliqué, etc. Il y a des travaux qui sont faits actuellement pour avoir des indices plus simples, aussi valables que pour une PME française ou autre. Les choses évoluent également au niveau européen, et moi, que je ne voudrais pas, moi et d'autres, hein, c'est qu'on subisse sur ces critères-là ce qu'on a subi il y a quelques années dans les normes comptables, où les Américains, les Anglo-Saxons nous ont imposé les normes IFRS. Il ne faudrait pas que demain, ils nous imposent aussi leurs normes, alors que je pense que la France et l'Europe devraient avoir, c'est une question clé aussi, y compris en termes de concurrence, ses propres références. Mais je suis persuadé que c'est une tendance lourde. Simple curiosité, ce fonds, c'est destiné qu'aux entreprises ou des particuliers peuvent souscrire? Non, les principaux clients de Oma Capital, ce sont des institutionnels. Hein, c'est des caisses de retraite, notamment de non-salariés. Quand je dis principaux, c'est plus de 90%. Ou des mutuelles. Et ce sera un fonds réservé aux institutionnels. Hein. Ce fonds va s'appeler Oma Impact Social France, parce que nous voulons investir dans des entreprises françaises également. Alors Jean-Claude Mailly, est-ce qu'on peut dire que vous êtes passé du côté des patrons? Parce que vous êtes le consultant, je vous entends parler de fonds, d'investissement, etc. Oui, on me pose souvent cette question, ça me fait sourire d'ailleurs. Non, moi je considère que je n'ai pas changé. Vous savez, quand vous êtes secrétaire général d'une confédération, quelle qu'elle soit, prenons en l'occurrence quand j'étais secrétaire général de l'UEFO, autant je n'ai jamais défendu quelque chose auquel j'étais vraiment opposé personnellement. Maintenant, quand vous êtes secrétaire général, ce n'est pas vos opinions personnelles que vous exprimez. Ce sont des positions qui ont été arrêtées par des instances de l'organisation, des congrès, des commissions exécutives, etc. Bon. Et par exemple, sur la RSE, au début, à Force Ouvrière, quand j'en parlais, il y avait beaucoup de doutes. Parce qu'à juste titre, il y avait aussi, c'était l'outil de greenwashing ou de social washing ou uniquement de la com, quoi, du marketing. Donc j'en parlais moins, mais c'est quelque chose auquel je crois depuis longtemps. Donc quand je n'ai plus aucun mandat dans l'organisation syndicale à laquelle j'appartiens toujours, mais je n'ai plus aucun mandat, donc maintenant je peux exprimer mes idées personnelles. Et, vous l'avez dit au début, moi je me considère comme un social-démocrate, toujours, et il y a très longtemps que je suis social-démocrate, pas quand j'étais étudiant, mais les choses ont évolué ensuite, mais il y a très longtemps que je considère être un social-démocrate. Alors, je n'ai pas changé au fond de moi-même, sauf que je regarde les choses de manière différente, sur un angle différent. À partir du moment, on parlait de l'impact par exemple, vous avez aujourd'hui dans tout ce qu'on appelle la RSE, etc., même les financiers sont obligés de s'y mettre, d'une manière ou d'une autre. Avant, une société de gestion ou des investisseurs, elle était, tiens, on va l'investir dans une entreprise parce qu'elle a de bons résultats financiers, point. Bon. Aujourd'hui, de plus en plus, les investisseurs disent, bon allez, on va investir chez vous, et c'est ce qu'on appelle les fonds à impact, on va investir chez vous, mais on veut mesurer concrètement l'impact de notre investissement. Cette société, par exemple, a un autre fonds qui s'appelle un Green Bond, où elle participe avec d'autres. Ça veut dire que ceux qui investissent savent que ça a contribué à créer tant d'emplois à tel endroit, que par exemple ça a facilité la création de maisons de retraite, etc. Voilà. De plus en plus, il va falloir prouver l'utilisation
des fonds. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça à pair, parce que sinon ça ne marche pas. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut allier une performance économique avec une performance environnementale et sociale. Et ça fait bouger les lignes, ça fait progressivement bouger les lignes. Moi, il y a longtemps que je ne crois plus à la révolution. Hein. Donc par contre, je pense que ce qu'on appelle le réformisme, c'est petit bout par petit bout, on peut faire bouger les lignes et faire changer les choses. Alors cette façon dont vous décrivez l'avenir, c'est aussi, j'ai envie de l'appliquer à votre casquette de syndicaliste. Sur le monde du travail. Le professeur Julien Damon, dans une étude récente, a analysé le travail de demain à l'horizon 2030. Et il décrit une perspective autour de ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire la multi-activité, où le parcours des personnes va alterner le salariat, mais aussi l'activité indépendante, le télétravail, on parlait au début de cet échange, et autour du télétravail, le risque d'une délocalisation du travail, et puis autour de cette société plus numérique, la nécessité d'adaptation des méthodes managériales. Face à ces trois évolutions, comment sentez-vous, vous l'avez bien écrit pour le RSE, mais l'évolution du syndicalisme? Le syndicalisme doit effectivement prendre progressivement en considération ces évolutions. Il commence d'ailleurs à le faire. Moi, quand j'étais encore en responsabilité, par exemple à FO, on avait créé un syndicat des VTC, par exemple. Rien n'interdit, c'est vrai à FO, c'est vrai à la CFDT, vous pouvez adhérer à un syndicat à une seule condition, statutairement, c'est que vous ne soyez pas employeur vous-même. Hein, vous ne possédez pas une entreprise. Mais sinon, si vous êtes tout seul, un indépendant tout seul peut adhérer à FO, à la CFDT, etc. Bon. Donc ça veut dire et c'est vrai que vous avez, même si ce n'est pas encore une majorité, et que c'est plutôt dans des secteurs où il n'y a pas de problème quand on cherche du travail, mais vous avez aussi de plus en plus de jeunes, à la limite, qui ne souhaitent pas être salariés, qui veulent être en freelance, par exemple. Mais qui travaillent pour des plateformes. Oui, mais pas obligatoirement. Moi, le fils d'un ami est céramiste. Bon, il trouve du travail quand il veut. Il va aller à l'étranger 6-8 mois, il va travailler je ne sais pas combien d'heures par jour, et après il va s'arrêter, il va prendre 4 mois de congé. Mais parce qu'il a envie de vivre comme ça, il peut le faire parce que des céramistes, on en a besoin un peu partout. Voilà. Alors là, je prends un exemple. Bon, après, ça peut être dans d'autres secteurs. Un infirmier et une infirmière, aujourd'hui, ils trouvent du boulot facilement, puisqu'on est en manque d'infirmiers. Alors, c'est pas réservé. C'est concerne plutôt des gens qui sont de ce type. Vous avez, quand vous regardez ceux qui travaillent pour les plateformes, une majorité d'entre eux ne demandent pas à être salariés. Une majorité d'entre eux veulent être réellement indépendants. Ça veut dire qu'ils veulent pouvoir bénéficier d'une protection sociale, qu'ils veulent pouvoir avoir de la formation, qu'ils veulent pouvoir négocier leur prix, ce qui n'est pas le cas. Hein. Moi, je considère qu'entre le salariat traditionnel, certains veulent être salariés, mais pourquoi pas aussi, et l'indépendance type tel qu'il existe aujourd'hui, sans droit, sans rien. Moi, quand j'étais en fonction et qu'un chauffeur de plateforme me disait « mais tu sais, à la fin du mois, moi, ce qui me reste, c'est 800 à 900 € une fois que j'ai payé la location de la voiture, etc., tous les frais, il me reste 8 € et je bosse 60 heures par semaine. » Bon, ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, il y a des régulations à apporter. Et le syndicaliste doit s'en mêler. Normalement, il doit y avoir une négociation, d'ailleurs, qui devrait s'ouvrir si le rapport qui a été rendu au gouvernement il y a quelques mois rentre dans les faits, entre les plateformes, par exemple, et les syndicats ou des associations qui se seraient créées de chauffeurs VTC, par exemple. Bon, pour effectivement regarder de quel droit réel ils peuvent bénéficier. Alors, c'est vrai aussi que le numérique, le télétravail, ça percute aussi le management, et notamment le management de proximité. On passe d'une structure très pyramidale à une structure qui est beaucoup plus horizontale, avec les défauts et les qualités. Vous savez, dans les critères, quand on fait de l'évaluation personnelle, ça peut être très bien, mais ça peut être très dangereux aussi. Donc, ça dépend comment les choses sont faites. Mais effectivement, le syndicaliste doit intégrer tout ça.
si le syndicat dit tous les chauffeurs VTC doivent être salariés, il y a une grande partie qui ne seront pas d'accord. Donc il faut intégrer tout ça. Par contre, de quels droits réels ils peuvent bénéficier? Et ça peut être un outil de négociation. Alors, Jean-Claude Mailly, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours, parce que 14 ans à la tête de Force Ouvrière, ça vous a permis de côtoyer 4 présidents de la République, je ne sais plus combien de ministres du Travail. Mais peut-être commencer par le départ, hein, c'est-à-dire que quand jeune, vous adhérez à Force Ouvrière, cette adhésion, ce n'est pas une adhésion par hasard, puisque vous êtes vous-même d'une lignée syndicaliste. Votre arrière-grand-père était appelé le Jaurès des mineurs du Nord. Vous avez vous-même travaillé assez rapidement auprès de Marc Blondel, votre prédécesseur à Force Ouvrière. Comment êtes-vous devenu secrétaire général de Force Ouvrière? Oh, écoutez, d'abord, comme toujours, c'est des hasards de rencontre à un moment donné. Non pas pour être adhérent Force Ouvrière. Moi, quand je suis par exemple rentré comme chargé d'études à la Caisse nationale d'assurance maladie, je savais que c'était à Force Ouvrière que j'adhérerais. Même si quand j'étais étudiant, j'étais plutôt critique sur FO, je le trouvais trop mou. Voilà, bon. Mais après avoir réfléchi, etc., donc j'ai adhéré rapidement à Force Ouvrière. Après, j'ai rencontré Marc Blondel, ça c'est un peu les hasards de la vie, qui lui, quand il a été élu à un moment donné bureau confédéral de FO, du temps d'André Bergeron, et qu'il a eu en responsabilité le secteur économique, s'est souvenu que j'avais fait des études de sciences économiques. Il cherchait un collaborateur qui avait fait Sciences Éco. C'est comme ça que, moi j'étais délégué syndical à l'époque dans la caisse de sécu où je travaillais, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec lui. Franchement, dans ma tête, c'était pour 2-3 ans. Bon, et après, vous prenez le virus d'une certaine manière. Et ensuite, je suis resté longtemps son collaborateur direct, au secteur économique d'abord. Après, quand il a été secrétaire général, pendant pas mal d'années, j'étais ce qu'on appelle à l'extérieur, on est assistant, dans le syndicalisme on dit assistant, mais c'est l'équivalent d'un directeur de cabinet, quoi, concrètement dans le travail. Et à un moment donné, j'ai passé le cap et j'ai été candidat au bureau confédéral. Voilà. Mais pour prendre des responsabilités, enfin c'était ma conception, il faut à la fois en avoir envie. Personnellement, il faut, parce que secrétaire confédéral et encore plus secrétaire général, vous ne faites plus que ça, d'une certaine manière. Il faut qu'on vous le demande, il faut qu'on vous pousse à le faire. C'est une envie individuelle et une demande collective. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand j'ai été élu secrétaire confédéral du temps de Marc Blondel, franchement, moi, quand j'ai été élu, je ne pensais pas un jour être candidat au secrétariat général. Voilà. Après, on saisit ou pas les opportunités, et c'est comme ça que je suis devenu secrétaire général. Alors, premier président de la République, Jacques Chirac, à ce moment-là, vos combats, c'est autour de la réforme de la sécurité sociale, et vous avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est une des premières branches du paritarisme qui a été, on va dire, repris en main par l'État, le CPE de Dominique Villepin en 2006. Jacques Chirac, quel président était-il sur le plan social? Mais moi j'ai toujours considéré qu'au fond de lui-même, l'homme était un radical socialiste. Alors après, au fil de son histoire, il a pu prendre des positions, etc. Mais je crois que l'individu en tant que tel, très humain dans le comportement, alors ça ne veut pas dire que ça peut pas être un tueur en politique, c'est autre chose, mais très humain, il aimait les gens. C'est quelqu'un qui aimait naturellement les gens. Bon. Et il était d'un abord agréable. Alors moi, je l'ai connu au début, j'étais l'assistant, après j'étais confédéral, mais je l'ai connu aussi comme secrétaire général. Et n'oublions pas non plus que c'était encore l'époque du septennat. Et 95-2002, après on est passé au quinquennat, mais la première partie c'est... Donc Jacques Chirac fonctionnait comme un président de septennat, à savoir que il a les prérogatives du président de la République, les questions internationales, les questions de défense, etc. Je ne dis pas qu'il ne regardait pas ce qui se passe, mais avec une plus grande liberté à son Premier ministre. Donc il déléguait mais ce n'était pas simplement une question d'individu, c'est une question de système. Quand vous êtes sous un septennat, je pense d'ailleurs qu'on devrait y revenir, moi à titre personnel, mais quand vous êtes sous un septennat, vous avez une durée de 7 ans, donc par définition plus large, plus longue que le mandat législatif. Vous pouvez avoir de la cohabitation, etc., même si vous ne...
sans erreur comme ça a été fait, etc. Donc on est dans un autre système. Et donc par exemple sur la sécurité sociale, ça c'était en 1995, bon, ben, c'est Juppé qui était à la manœuvre, plus que Chirac. Sur le CPE, en 2006, là je l'ai connu comme secrétaire général, c'était De Villepin qui était à la manœuvre. Et j'ai appris après d'ailleurs que Chirac lui avait déconseillé. On ne s'attaque pas comme ça à la jeunesse. Bon, Villepin ne l'avait pas écouté et il l'a fait. On a vu ce que ça a donné. Donc, on était dans un cadre différent. Moi j'ai mesuré franchement, au-delà des individus, que le passage du septennat au quinquennat a changé complètement la manière de travailler et a transféré sur l'Élysée, de fait, c'était vrai avec Sarkozy, vrai avec Hollande et vrai avec Macron, une grande part des responsabilités. Le Premier ministre est, alors Sarkozy il l'avait dit un peu brutalement s'agissant de Fillon, vous êtes mon collaborateur, ce que Fillon n'a pas dû apprécier à l'époque, mais c'est pas entièrement faux. Alors, ce qui est toujours intéressant dans ces échanges, c'est que on essaie d'avoir, on va dire, des clés ou des anecdotes. Et typiquement, dans les techniques de négociation, j'aimerais que vous nous partagiez quelques secrets que peut-être vous a transmis Marc Blondel. Typiquement, savoir négocier, c'est s'adapter à la personnalité de son interlocuteur. Et Marc Blondel savait traiter Jacques Chirac. Alors, le président Chirac était très amateur de bière Corona. Quelle était la méthode de Marc Blondel pour approcher Jacques Chirac? Alors, il le connaissait déjà depuis longtemps, mais c'était une fois à l'Élysée où Jacques Chirac demandait de se prendre une petite mousse, une bière donc, et il sort de la Corona. Et Blondel lui dit, mais Monsieur le Président, vous n'allez quand même pas boire de la bière étrangère. Alors, etc. Oui, mais je l'aime bien, etc. Et donc, bon, ils ont bu là quand même la Corona, et Blondel fait livrer une petite pompe à bière Kronenbourg, de bière fabriquée à l'Élysée, donc qui a été livrée, c'était à côté du bureau du président. Et ce qui était marrant, c'est que Jacques Chirac n'arrivait jamais à s'en servir. Quand il servait à demi, il éclaboussait partout, et c'est Blondel qui lui expliquait comment on servait une bière. Donc ça fait partie, au-delà même, c'est même pas seulement une technique de négociation, ça fait partie de rapports humains qu'on arrive à créer, mais dans les techniques, j'ai toujours considéré que quand on négocie avec quelqu'un, négociation, quand vous rentrez en négociation, c'est que l'objectif c'est d'essayer de trouver un accord. Si vous rentrez en disant on ne signera pas, ça ne sert à rien d'aller. Bon, c'est trouver un accord. Et pour trouver un accord, il faut savoir ce que vous voulez vous, mais il faut comprendre le raisonnement de l'interlocuteur en face. Si vous n'écoutez pas, vous ne cherchez pas à comprendre comment il voit les choses, etc., le compromis est plus difficile. Blondel disait, et la formule, j'ai toujours trouvé qu'elle était bonne, un bon accord, c'est quand le syndicat considère qu'il aurait pu obtenir plus et que l'employeur considère qu'il a trop lâché. Ben là, on peut dire que c'est un bon compromis. Alors, après, vous avez Nicolas Sarkozy. Vous allez faire un style tout à fait différent. Le président Sarkozy commence par une période que vous appelez le gaullisme social de Raymond Soubi, qui était son principal conseiller sur les affaires sociales. Et pour démarrer la relation, enfin je crois que vous le connaissiez avant, mais Sarkozy vous invite au restaurant. Alors c'était, oui, on se connaissait un peu auparavant, puisqu'il avait été ministre du budget notamment, ministre de l'Intérieur, etc. Oui, il m'avait invité, l'Élysée m'appelle en disant, est-ce que vous acceptez de déjeuner avec le président de la République? Bien sûr, on ne refuse pas de déjeuner avec le président de la République. Donc ça, c'est pas officiel, Ah ben c'était au début, non, c'était pas ce que vous acceptez. Bon, et en général, quand vous se mangez avec le président de la République, ça se passe à l'Élysée. Et là, on me dit, mais est-ce que vous acceptez d'aller au restaurant? Je dis, oui, moi, je n'ai pas caché que je vois le président de la République de manière ou d'une autre. Et donc, on est allé dans un grand restaurant parisien à pied, partant de l'Élysée, même s'il y avait les gars avec les écouteurs sur les trottoirs. Donc, on avait discuté dans ce restaurant, et effectivement, par contre, à la sortie avec tous les médias. Donc il l'avait fait savoir, mais ça me Ah, j'étais pas traquenard. Non, je prends pas ça comme... Enfin, on sait très bien, on n'est pas naïf, que si vous allez au restaurant, d'abord c'est plus discret déjà. Si vous voulez...
Et j'ai eu des contacts discrets à l'Élysée, etc. Quand c'est un contact discret, vous ne rentrez pas par la grande porte, vous rentrez par un autre endroit, etc. Voilà, ça peut arriver, ça peut être nécessaire, c'est évident. Mais là, quand vous savez que vous allez au restaurant, par définition, c'est pas discret. Alors, quel type de négociateur est Nicolas Sarkozy, et peut-être notamment au moment de la crise de 2008? Ah, écoutez, moi j'ai toujours une certaine sympathie pour l'homme. Ça peut surprendre. C'est pas forcément le plus social a priori. Non, mais écoutez, il y a eu deux périodes. La première période, le social n'est pas sa culture. Comme l'actuel président de la République, c'est pas sa culture non plus. Après, ce qui est important quand on est président de la République, c'est de savoir s'entourer de gens qui savent faire les choses. Et là, Raymond Soubi, qui a été plus que le conseiller social, c'était super ministre du Travail d'une certaine manière, etc., connaît le monde social depuis très longtemps. Et il faisait confiance à Raymond Soubi. Donc c'est une période où les négociations, les discussions, on négocie pas, on discute, etc. Et en plus c'était quelqu'un de cash. Sarko, quand il était président, c'est vous discutez avec lui, c'est oui, c'est non, c'est non. Hein, où il dit on vous rappelle dans 3 jours, et puis dans 3 jours après, on vous rappelait. Moi, je me souviens d'un dossier Airbus, par exemple, à une époque où le président d'Airbus, qui était Louis Gallois, voulait faire sortir d'Airbus certaines des usines, les filialiser, mais qu'elles ne soient plus Airbus. On n'était pas d'accord avec ça. Comme l'État jouait encore un rôle important d'Airbus, mais je l'ai obtenu à l'époque de Nicolas Sarkozy, ce qui avait rendu Louis Gallois furieux d'ailleurs à l'époque. Voilà. Et là, je considère que la crise financière de 2008, il l'a bien gérée à l'époque, y compris au niveau européen. Ça, c'est le côté énergie bulldozer à un moment donné, de bousculer un peu les choses. On a fait des réunions sociales plusieurs fois pendant cette période-là, préparée par notamment Raymond Soubi, etc. Non, je considère que la crise de 2008, il l'a bien gérée. Et du coup, je crois que dans le G20, une représentation syndicale Tout à fait. été C'était une vieille demande des syndicats au niveau international, c'est que quand vous avez les réunions du G20, donc les 20 pays les plus puissants, vous aviez le FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale qui était présente, mais pas l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire que le travail était absent des réunions. Et nous avons obtenu, ça, et c'est Nicolas Sarkozy qui a fait le boulot à l'époque, avec Angela Merkel d'ailleurs, et nous avons obtenu que l'Organisation internationale du travail, au même titre que la Banque mondiale et le FMI, participent à ces réunions. Et ça, c'est un point positif. C'est lui qui dit oui, vous avez raison, et il a fait le boulot. Alors ensuite vient le quinquennat de François Hollande. François Hollande qui, lors du meeting du Bourget, se déclare ennemi du monde de la finance, va mener une politique de l'offre, avec notamment en 2016 la loi travail portée par Myriam El Khomri. Cette loi, vous allez vous y opposer très fortement. Comment ce paradoxe, vous social-démocrate, François Hollande social-démocrate, ça n'a pas matché? Bon, même si j'ai été très longtemps membre du Parti Socialiste, sans y militer, parce que on a le droit d'être adhérent politique quand on a des responsabilités à force ouvrière, quel que soit le parti politique, et il y a tout à FO, mais on n'a pas le droit d'y militer, etc. Bon, j'ai jamais eu d'atome crochu particulier avec François Hollande avant qu'il soit président, mais quand il a été élu président de la République, l'homme, comme ça, il est sympathique, hein, c'est pas une question d'homme, c'est une question de politique à un moment donné. Oui, ça s'est très mal passé au moment de la loi travail en 2016. Impossible de discuter. Et la difficulté avec François Hollande, c'est d'obtenir une réponse. Moi, je me souviens d'une discussion, on se tutoie en privé, je me souviens d'une discussion, on disait, mais qu'est-ce que tu as gagné politiquement de permettre que les heures supplémentaires soient mal payées? J'avais pas, concrètement, je n'avais pas de réponse. Ça a même été un moment assez tendu entre nous. Et quand vous avez un conflit comme ça, quel qu'il soit, à un moment donné, il faut en sortir de ce conflit. Un conflit, ça ne va pas durer éternellement. C'est plus facile de lancer une grève que de l'arrêter. Hein, mais encore faut-il que des deux côtés de la table,
on accepte de faire un pas vers l'autre. Moi, je considère qu'à l'époque, Force ouvrière a fait des pas, à plusieurs reprises. On a fait des contre-propositions, etc. Et à chaque fois, on allait dans le mur. En face, ça ne répondait pas. Hein, donc, quand il y a eu le conflit du CPE avec Jacques Chirac, c'est pas Jacques Chirac, avec De Villepin en 2006, à un moment donné, il y a eu discussion discrète au départ avec le secrétaire général de l'Élysée, mais pour essayer de voir comment on peut sortir d'un conflit. Et bien là, ça n'a jamais été possible. Alors, creusons un petit peu ce sujet parce que finalement, ça va orienter la politique ensuite. Un des enjeux de cette loi travail tourne autour de ce que vous appelez la hiérarchie des normes. Alors, bon, c'est un peu technocratique comme vocabulaire, juridique même. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de cette hiérarchie des normes dans le droit du travail et surtout en quoi cela change quelque chose pour le salarié? Il faut bien comprendre que l'histoire du droit du travail en France et des relations sociales est très fortement marquée par la Constitution française. Liberté, égalité, fraternité. Même, si on veut rajouter laïcité. Ça veut dire quoi la notion d'égalité? Ça veut dire qu'on assure un minimum d'égalité de droits, si on est dans le domaine politique au sens noble entre les citoyens, si on est dans le domaine du travail entre les entreprises et aussi entre les salariés. Comment on a assuré ce minimum d'égalité de droits? En donnant un rôle, une relation entre la loi et le contrat, en donnant un rôle important à ce qu'on appelle les négociations interprofessionnelles, ça veut dire entre les confédérations patronales et les confédérations syndicales, comme ça qu'on a créé les retraites complémentaires, c'est comme ça qu'on a créé en 1958 l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'on ne s'en remet pas systématiquement à la loi, même si l'accord signé à ce niveau-là devient une loi ensuite pour être appliqué. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui sont les négociations, là on parle du secteur privé, hein, négociations dans les branches, au niveau national, dans la métallurgie, dans la chimie, dans la banque, etc. Et un troisième niveau, qui est la négociation d'entreprise. Ce qu'on appelle l'hiérarchie des normes, c'est que quand vous signez un accord au niveau le plus haut, au niveau en dessous, dans la branche par exemple, par rapport au niveau interprofessionnel, vous ne pouvez pas remettre en cause pour les salariés ce qui a été acquis au niveau supérieur. Et quand vous êtes dans la branche, donc vous pouvez en gros améliorer ce qui a été fait au niveau interprofessionnel, et quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes obligé de respecter ce qui a été fait au niveau de la branche, et après vous discutez au niveau de l'entreprise. C'est ça la hiérarchie des normes. Ça veut dire que c'est un système qui permet de couvrir largement. Il faut savoir que la France, encore aujourd'hui je suppose, vous avez 93-94% des salariés couverts par une convention collective ou un statut. Si vous êtes salarié d'une TPE dans la métallurgie, où il y a 5 salariés, il n'y a pas de syndicat, donc il n'y a pas de négociation d'entreprise, mais vous bénéficiez de la convention collective nationale de la métallurgie. Voilà. Donc l'Allemagne, dont on parle souvent, aujourd'hui en Allemagne, vous n'avez plus qu'un peu plus de 50% des salariés couverts par une convention collective. Sous l'effet du néolibéralisme, dans beaucoup d'endroits, les niveaux les plus hauts ont été remis en cause. Voilà. Or là, ce qui se passe, alors, ça avait commencé en France en 2004 avec Fillon, etc., mais on avait réussi à préserver l'essentiel. Là, pour la première fois, qui plus est, venant d'un président socialiste, on remettait en cause sur un aspect qui était le temps de travail, le rôle de la branche. Or, moi j'ai toujours considéré, enfin la FO a toujours considéré que le rôle de la branche c'est le pivot entre l'interprofessionnel et l'entreprise. Et la branche c'est quelque chose d'essentiel, y compris pour les entreprises. Vous êtes assuré que votre concurrent, il va, lui, devoir aussi respecter cette convention collective. Or là, pour la première fois, on remettait ça en cause. Et au passage, on dit que c'est la loi El Khomri, c'est pas elle qui est responsable. Elle a été courageuse d'assumer quelque chose dont elle n'était pas complètement d'accord. Parce que le vrai responsable de cette loi, il s'appelle Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances. Alors, justement, ça fait la transition. Cet Emmanuel Macron, vous allez le connaître dans les sous-pentes de l'Élysée, je crois, quand il était conseiller de François Hollande. Mais en 2016, comme les politiques, vous faites une tournée au Salon de l'Agriculture. Et puis, je crois que vous croisez Emmanuel Macron, qui émergeait comme un ambitieux ministre de l'économie. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre furtive et ce qu'elle révèle du futur président?
Oui, ben, tous les ans, j'allais, non pas comme les politiques, faire le tour de tout le salon, mais parce que les fédérations, Fédération Force ouvrière de l'agriculture avaient un stand chaque année au salon de l'agriculture. Donc j'allais voir les amis, etc. Et on faisait un petit tour autour. Et j'allais régulièrement aussi chez le stand des brasseurs du nord de la France, à la fois parce que c'est sur les origines, etc. Et donc je partais vers le stand des brasseurs avec 2-3 amis. Et là, on me prévient que Emmanuel Macron arrive lui aussi au stand. On arrive au stand. Et on arrive face à face, l'un et l'autre. Moi, j'étais avec les 2-3 amis, et lui, il était avec une nuée de caméras, etc. Bon. Et j'allais m'apprêter à lui serrer la main, et il a pris ma main et il m'a fait la bise. C'était jamais fait la bise auparavant. J'avoue que j'ai été surpris, je m'y attendais pas du tout. Bon, on est rentré dans le stand, on a bu une bière, Stéphane Le Foll est arrivé, etc. Bon. Et ça, sur le coup, je dis, il est quand même, dans ma tête, je dis, il est quand même gonflé. De faire ça devant les médias alors qu'on ne se fait pas la bise, quoi, d'habitude. Et donc, il y a eu le retour. Et le retour, c'est quelques jours après, nous avions une réunion à Matignon. Et à l'époque, le Premier ministre, c'était Manuel Valls. Et il y avait Manuel Valls, il y avait Emmanuel Macron, il y avait Myriam El Khomri, etc., plus les gens du cabinet. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas les médias quand même. Et une fois que je rentre dans le bureau, il n'y avait pas les médias, que je serre la main de Manuel Valls, etc. Et au moment où Macron me serre la main, hop, et je colle la bise. Ce qui a énormément surpris et Macron et Manuel Valls. Voilà. Mais ça c'est de la com, j'aime pas trop ce genre de comportement. Et qu'est-ce que ça révèle? Ben, ça révèle, en fait, enfin, bon, écoutez, moi, je suis beaucoup plus âgé et j'en ai vu d'autres, mais il y a une volonté, mais ça, je suis pas le seul à le dire, il a une volonté de séduire, de montrer qu'il est proche de vous. Quand vous le voyez pour la première fois, vous avez l'impression qu'il y a vous qui existez, quoi, hein, qui vous regarde dans le fond des yeux et qu'il y a vous qui existez. Mais il fait ça à tout le monde. Il fait ça avec tout le monde. Or, il faut savoir que c'est quelqu'un qui supporte très mal la contradiction, qui a des difficultés à écouter et qui supporte très mal la contradiction. Alors, avec Emmanuel Macron, une fois élu, vous allez faire à un président qui a proclamé d'emblée qu'il ferait ses premières réformes de travail par ordonnance. Mais, semble-t-il, pendant l'été 2017, il entrouvre la porte à une forme de négociation discrète, pas discrète. Comment gérez-vous le président à ce moment-là? D'abord, quand il nous a reçus les uns et les autres rapidement une fois qu'il a été élu président de la République. J'ai plus la date en tête, mais c'était au mois de mai. Donc, et quand je le rencontre, d'abord, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il a demandé à ce qu'on vienne seul. En général, sauf si c'est un truc discret, en général, quand c'est quelque chose d'officiel, quand c'est annoncé, vous venez pas seul, vous êtes accompagné. Lui, il n'était pas seul d'ailleurs, il avait 2 conseillers avec lui. Bon. Ah, c'est seul, vous l'individu, c'est pas toutes les organisations syndicales. Non, oui. Chaque individu, chaque secrétaire général, c'était pareil pour la CGT, le patronat, etc. Bon. Donc, on ouvre la discussion. D'abord, moi, je lui dis, on se tutoie aussi d'avant, donc je lui dis, n'oublie jamais les conditions dans lesquelles tu as été élu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, tu as été élu avec au premier tour, tu n'es pas le seul, un score qui est quand même pas mirifique, quoi. Bon, et au deuxième tour, parce que tu étais face à Marine Le Pen. Et ne crois pas un seul instant que les gens qui ont voté pour toi, ils sont d'accord avec tout ce que tu as annoncé pendant la campagne. Parce qu'il me dit, je veux appliquer mon programme. Je dis, fais attention. Je dis, je vais te prendre un exemple. Tu as dit pendant la campagne à différentes reprises que tu allais augmenter la CSG sur les retraités, personne n'a trop rien dit. Tu verras, le jour où tu le feras, tu auras des réactions. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs. Il me dit oui, qu'il a conscience de tout ça, etc. Et il commence à discuter. Il me dit voilà, premier dossier, réforme du Code du travail, etc. Et je veux procéder par ordonnance, vite. Vous savez qu'on dit toujours que quand un président est élu, les 100 jours, etc. Et il voulait faire ça au mois d'août. Je dis non, ça ne peut pas marcher. Alors on s'était parlé au téléphone avant avec les homologues des autres organisations et on s'était vus discrètement, les 5 secrétaires généraux au président des syndicats. Et je dis non, ça ne peut pas marcher. Il dit parce que passage en force au mois d'août, tu auras un effet boomerang, tu peux en être certain, etc. Il dit moi je te demande une vraie concertation. Il me dit c'est quoi une vraie concertation? Je dis c'est 3 choses. C'est 1, on met tout sur la table. On met tout sur la table.
tout est en discussion. On discute réellement, pas pendant le mois d'août, on va au minimum jusqu'à la fin du mois de septembre. Et là, il y a un conseiller qui dit « Ouais, mais si on va en septembre, si vous voulez manifester, vous pourrez. » Je dis « Pourquoi? Ça va être mauvais ?» Voilà, donc là, il sourit quand même, Macron. Bon. Et troisième élément, je dis « Nous aurons les uns les autres des lignes rouges, donc il faudra voir comment les choses se passent. » Il finit par dire « Ok, on essaye ça. » Bon, est-ce que c'était prévu dans sa tête ou pas? J'en sais rien, mais il accepte ça. Et il dit la même chose aux autres ensuite. Donc à partir de là, nous on se dit, quand je dis c'est pas moi uniquement, le bureau confédéral de FO, on se dit bon, il vient d'être élu, il accepte au moins qu'on ait une concertation, donc on va jouer le jeu de la concertation. Hein, quand je dis jouer le jeu, on va pas appeler à manifester tout de suite, on va rentrer dans la concertation. Et il nomme, il nomme, c'est le président qui nomme, Muriel Pénicaud comme ministre du Travail, que je connaissais depuis pas mal de temps. C'est quelqu'un avec qui je savais qu'on pouvait discuter, etc. Donc on est rentré effectivement en concertation. Et moi, toujours pareil, je me souvenais de 2016, la hiérarchie des normes. Et j'avais dit à l'époque à François Hollande, ce que tu fais là, d'autres pourront l'élargir demain et ce sera compliqué. Et effectivement, dans la tête, au départ du gouvernement, il n'y avait plus de négociation de branche. Quasiment plus. On tous passait au niveau de l'entreprise. Et lors d'une conversation téléphonique l'été 2017, qui avait duré à peu près pas loin d'une demi-heure, avec Macron, donc le président de la République, je lui avais dit que j'avais mis une condition pour effectivement qu'il y ait une véritable concertation, c'est qu'on préserve le niveau de la branche. Alors, il n'avait pas dit non, il m'avait dit bah, tu vois ça avec la ministre, parce que c'est son truc. Et c'est ce que, in fine, nous avons obtenu dans des conditions différentes. Après, il y a plein d'autres trucs sur lesquels, encore aujourd'hui, on considère que ces lois, ces ordonnances n'étaient pas bonnes. Mais à partir du moment où il a accepté la concertation, je crois que moi, j'avais quasiment pas pris de congé cet été-là, parce que la concertation a duré tout l'été, quasiment tous les jours. Pas forcément moi, mais il y avait des discussions tous les jours, et y compris entre organisations syndicales. Et suite à ça, Emmanuel Macron, en 2018, on va dire, réussit à faire passer la réforme de la SNCF. Et là, on va dire, un sentiment de confiance s'installe dans sa façon de gérer, en tout cas chez lui. Et dans la foulée, il souhaite, on va dire, étatiser l'assurance chômage. Pouvez-vous nous rappeler l'enjeu de ce sujet-là et ce qui se joue autour de cette reprise en main par l'État d'une zone de ce paritarisme? Oui, je considère d'ailleurs, moi j'étais agréablement surpris quand on a eu les ordonnances, qu'il ait accepté la concertation, une concertation poussée. Hein, y compris, j'ai été amené à le voir 2 fois, si ma mémoire est bonne, pendant cette période-là. Par contre, en 2018, sur la SNCF, où il a réussi à faire passer ce qu'il voulait, malgré les grèves, rappelez-vous, toute la semaine, etc., Berlay, bon, là, je pense qu'il s'est dit, maintenant, je peux tout faire, ce que je veux. Voilà, je peux décider tout ce que je veux. Et on arrive sur l'assurance chômage. Et je me souviens, avant que je parte du secrétariat général de FO, d'une discussion avec lui sur l'assurance chômage. Et il m'a dit qu'il allait étatiser l'assurance chômage. Et je souris. Il me dit, pourquoi tu souris? Mais si, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années de ça, une convention d'assurance chômage est signée entre le patronat, des syndicats, dont FO, la CFDT, etc. Et il dit, et à l'époque, ça met le feu aux poudres sur la question des intermittents du spectacle. Rappelez-vous les festivals, etc. C'était du temps de François Hollande, parce que c'était Aurélie Filippetti qui était ministre de la Culture. Je lui ai dit, qui a réglé le problème à l'époque? Il me dit, l'État. Je dis non. L'État a mis 80 millions d'euros dans un fonds pour la culture. Je dis, à l'époque, c'est CFDT, il faut comment ça? Il dit, nous, à l'époque, on avait des locaux de saccagés, localement. Moi, j'ai eu mon téléphone de piraté, j'ai eu des menaces de mort, et on a tenu. On a tenu sur le dossier. Je dis, demain, t'étatises. Demain, tu as un problème. Tu discutes avec qui? Tu dis, seras pas avec nous. Je dis, tu nous auras virés, tu te débrouilleras tout seul. Ah oui, c'est pas faux. Bon. Donc il a pu parler d'étatisation, mais il l'a fait dans les faits. Voilà. Or, ce qui n'est pas acceptable, c'est à la fois sur la méthode, parce que si le président de la République dit, voilà, vous devez négocier, syndicat, patronat, si vous n'y arrivez pas, ça, c'est le code du travail, je reprends, le gouvernement reprendra la main, ok, mais voilà ce à quoi vous devez aboutir. Voilà. Et notamment en termes d'économie.
ils savaient très bien que la négociation était impossible. L'accord était impossible, ce qui s'est fait d'ailleurs. Bon. Et à partir d'un moment, il a dit, en gros, j'ai plus la formule exacte, mais bon, vous voyez, quand on leur demande de faire, ils n'y arrivent pas, c'est voir l'État qui doit faire. Je trouve ça intellectuellement malhonnête, déjà, sur la méthode. Ensuite, sur le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, encore aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Le problème de l'assurance chômage. La réforme, oui, là, a été, mais elle est toujours au 1er octobre, oui, mais oui, elle rentre en application. Je viens de voir que tous les syndicats reposent le problème au niveau du Conseil d'État. Et ils ont raison de le faire, quelle que soit l'organisation syndicale, parce que, en gros, ils n'ont quasiment rien changé depuis l'origine, sauf ce que leur Conseil d'État leur a demandé d'aménager. La situation économique... La situation économique n'est plus la même. Enfin, est-ce qu'il est normal aujourd'hui de pénaliser, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais plus d'1 million de personnes sur leur indemnisation chômage? Est-ce qu'il est normal de mettre en place pour les cadres, au-dessus d'un certain niveau de revenu, une dégressivité des allocations? Il est peut-être trop jeune, mais il devrait se renseigner. Dans les années 90, il y avait eu une dégressivité des allocations. Et on l'a arrêté parce que ça ne marchait pas. Voilà. Donc c'est à la fois retirer aux interlocuteurs sociaux, patronat et syndicats, leur responsabilité. Imaginez que demain, il y en a de moins en moins de paritarisme. Il reste un peu l'assurance chômage, un peu, mais dans des conditions compliquées. Il reste les retraites complémentaires, un peu la formation. Mais si demain il n'y a plus du tout le paritarisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va conduire le syndicalisme à être plus politique. Bon, le salarié reproche déjà aux syndicats d'être trop politisés, ça vise surtout un syndicat, hein, c'est la CGT. Bon. Mais voilà, donc je considère que c'est la démocratie sociale. Pour moi, le paritarisme en fait partie, c'est un élément de la démocratie. Hein, et si on remet ça en cause, on remet quelque part en cause la démocratie. Alors Jean-Claude Mailly, j'aimerais terminer par la fin, j'ai envie de dire, de cette période, c'est votre sortie de Force ouvrière, dans un climat de crise profonde. Et on va revenir sur cet épisode-là. En 2018, à l'occasion du congrès FO à Lille, vous êtes victime d'une trahison de l'interne, de la part d'un rival qui, a priori, avançait masqué. Et à ce moment-là, on vous accuse d'avoir vendu la classe ouvrière au MEDEF et à Macron. Comment réagissez-vous à cette opération? Et comment l'apprenez-vous? Oui, d'abord, je ne l'ai pas vu venir. Faut être clair. C'était pas un rival. C'était celui qui allait me succéder. Il était sûr d'être élu. C'était le seul candidat. Donc il était. Moi, je partais dans tous les cas de figure. J'avais annoncé que je partais, etc. Et il allait être élu. C'est pour ça que, bon, moi je ne me suis pas posé de questions. Quand vous êtes candidat à quelque chose, que vous êtes sûr d'être élu, je ne vois pas pourquoi vous allez mettre des pots de banane. Donc je ne l'ai pas vu tout de suite. Et j'ai été alerté par des journalistes. Des journalistes qui commençaient à me dire, mais vous savez, en on, ça va, mais dès qu'il est en off, il vous critique énormément, etc. etc. Je l'ai vu, il me dit, mais non, c'est pas vrai, ils n'ont pas compris, etc. Enfin bref, puis moi j'avais le nez dans le guidon, c'était les dernières semaines. Et tout ça, c'était un mois avant le congrès. Bon. Et donc effectivement, j'en ai eu la démonstration pendant le congrès, puisqu'il faut savoir que quand on était amené à prendre des décisions en bureau confédéral pendant la période des ordonnances, c'est pas moi tout seul qui décidais. On était 13 au bureau confédéral, et mis à part un camarade qui avait des doutes, qui n'était pas lui, tous les autres, dont lui, étaient d'accord sur la stratégie que nous suivions. Même si après, j'ai appris qu'il disait le contraire. Mais bon, ça c'est... Donc j'ai eu effectivement un sentiment de trahison, et puis vous savez, l'humain est fait comme il est. Celui qui part perd de l'autorité. Enfin, c'est humain, je veux dire, c'est normal, quelle que soit la fonction, et vous avez tendance à vous rapprocher de celui qui va arriver. Et donc il a réussi à embarquer une part assez importante du congrès, et c'est vrai que moi, j'ai très mal vécu ce congrès, qui était mon dernier congrès. Je suis même parti avant la fin. Et c'est vrai que j'ai un sentiment d'humiliation. Je m'en cache pas. Bon, après, avec le temps, ça finit par passer, c'est évident, mais oui, un sentiment de trahison et d'humiliation. Question personnelle, comment on fait pour résister à ça en direct, parce que c'est un congrès qui se déroule sur plusieurs jours, oui. Les attaques sont
assez forte. Quel est le ressort personnel? Certains appellent ça la résilience. Je pense que je dois être, ce qu'on me dit, assez résilient. Je suis plutôt quelqu'un de calme. En plus, je m'énerve très rarement. J'ai encaissé pendant jusqu'au dernier jour, quand j'ai vu les résultats du vote sur ce qu'on appelle le rapport d'activité. Là, j'ai compris et j'ai demandé à voir ceux qui avaient voté. Celui qui allait me succéder, il avait voté contre alors qu'il faisait partie des choses. Alors ça, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase et donc j'ai quitté le conseil. Ça veut dire que je suis parti sans saluer les militants, après 14 ans de secrétariat général. En même temps, j'avais commencé à réfléchir avant tout ça, j'avais commencé à réfléchir parce que je savais que quand vous avez une activité, pas seulement 14 ans, mais parlons même que des 14 dernières années de secrétaire général, ça veut dire que vous êtes disponible 24 heures sur 24, hein, vous dormez quand même, hein, c'est pas la question, mais le week-end il y avait soit un média, un congrès, etc. En gros, vous n'avez plus de vie privée, quoi, hein, grosso modo. Bon. Donc, ça s'arrête brutalement en plus. Du jour au lendemain, votre activité s'arrête. On débranche. On débranche du jour au lendemain. Quoi. Bon. Et je savais, me connaissant un peu, que si je n'avais rien prévu pour la suite, j'avais pas envie de faire une déprime. Quoi. Je ne suis pas du genre à être dans mon canapé à regarder la télé quoi, hein, toute la journée, c'est pas possible. Donc j'avais commencé à prévoir ce que je ferais. Donc dès que je suis parti, je me suis pas reposé finalement, même si j'étais fatigué, et j'ai embrayé tout de suite sur de nouvelles activités. Et je crois que j'ai bien fait à l'époque. Et alors à ce moment-là, du coup, Pascal Pavageau, puisque c'est lui, prend la tête de Force ouvrière, mais pour une durée qui va être étonnamment courte. Oui, 6 mois. C'est avec cette fameuse histoire des fichiers que je ne connaissais pas, que j'ai découvert comme tout le monde en lisant le Canard enchaîné. Hein. Bon, j'étais même traité d'homophobe là-dedans. Enfin, un truc de fou, quoi. Un truc de fou. C'est inadmissible d'avoir telle chose puisse se faire dans une organisation syndicale. D'ailleurs, c'est pas passé. Et c'est là que Force ouvrière est une organisation saine dans ses modes de fonctionnement démocratique. Dès que le truc est sorti, très peu de temps, ça a été réglé, il a dû démissionner. Il a été forcé à démissionner, hein, d'une certaine manière. Bon. Et c'était sain que l'organisation réagisse comme elle l'a fait à l'époque. Vous êtes d'une lignée de syndicalistes où, dans un ouvrage récent, Manif et chuchotement, vous rappelez cette filiation. Quelque part, chacun de vos prédécesseurs dans votre lignée familiale a apporté sa pierre à l'édifice. Vous aviez donc un arrière-grand-père auprès des mineurs, votre père à Force ouvrière pour les organismes sociaux. Pour ce qui est de votre apport, de quoi êtes-vous le plus fier dans les combats que vous avez menés à Force ouvrière? Ah, mais je crois, sauf la petite période, les derniers mois, etc., mais je crois que j'ai réussi, en tant que secrétaire général, le rôle d'un secrétaire général, c'est pas de prendre les décisions tout seul, c'est un peu un rôle de porte-parole et d'animation, en fait. Hein. Ce sont les deux fonctions essentielles que j'ai réussi à apaiser l'organisation quand j'ai été élu. Il y avait quelques tensions avant que je ne sois élu. J'ai réussi à apaiser l'organisation, à avoir des relations normales, je dirais, qu'on soit d'accord ou pas, avec les autres organisations syndicales et les autres leaders syndicaux, avoir pacifié et avoir permis un développement de l'organisation, une modernisation de l'organisation et son développement. Hein, voilà, je pense que... Et après, dans les souvenirs, on en a plein, quand on, des bons et des mauvais, mais je dis souvent, moi, les deux souvenirs, deux choses qui m'ont marqué, c'est à la fois un 1er mai 2012 à Tunis, à l'invitation des camarades tunisiens, c'était donc après ce qu'on appelle la révolution du jasmin, au printemps arabe, et on a toujours eu des relations avec d'autres syndicats, hein, mais y compris avec l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, et ils m'avaient demandé de venir et de prendre la parole devant la place Noire de Monde, et après de manifester avec eux. On sentait à l'époque, même si c'est compliqué aujourd'hui en Tunisie, mais à l'époque on sentait un vent de liberté qui s'emparait du pays. C'est quelque chose qui vous marque. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que je continue à faire, que nous avons lancé il y a plus de 10 ans avec une entreprise.
qui est l'entreprise, c'est les magasins Zara, hein, de fringues, etc. Et nous avons lancé de l'insertion de jeunes désocialisés. Et on doit être maintenant à plus de 10, enfin on est à plus de 10 ans d'expérience, 2 sessions par an. À chaque fois, ce sont 15 jeunes, je passe les détails, mais avec les missions locales de l'emploi, qui sont effectivement complètement désocialisés. On demande 3 critères. 1, qu'ils soient en règle sur le plan papier, sinon on ne peut rien faire. 2, qu'ils soient effectivement désocialisés et motivés. Donc vous avez là-dedans des gamins et des gamines, je dis gamins et gamines parce qu'ils ont 19, 21, 22 ans, certains dormaient dans la rue ou dans les bois, etc. Et une fois qu'on les a sélectionnés, CDI temps plein tout de suite, après une formation, etc. On doit être à 600 ou 700 jeunes avec le temps, c'est pas énorme, mais en même temps 600-700 jeunes qui aujourd'hui sont intégrés dans la société. Il faut savoir, la dernière fois que j'y suis allé, il y a un mois à peu près, la dernière session, parce que je vais continuer à les rencontrer, à leur parler. Dernière session, sur 14, un Français d'origine, les autres Tchétchènes, Afghans, Irakiens, Africains, etc. Et quand vous les revoyez 6 mois après, ils ont complètement changé. C'est plus les mêmes. Ils sont complètement intégrés dans la société. 85% de réussite. 70% sont encore dans les magasins. Les premiers sont devenus directeurs de magasins, d'ailleurs certains. Après 15% sont partis ailleurs, mais peu importe, ils sont intégrés. Voilà. Et ça, je me dis, c'est une goutte d'eau en même temps. Bon, mais ça fait 600 gamins ou gamines dont je ne sais pas ce qu'ils seraient devenus sinon, et qui sont bien, 6 mois après, ils sont déjà bien dans leur peau. Voilà, et ça, c'est des trucs qui vous marquent humainement. Alors, vous parlez de la jeunesse, j'ai envie d'interroger le Jean-Claude Mailly quand il était jeune. Musicalement, vous étiez plutôt Beatles ou Rolling Stones? J'aimais bien les deux, mais plus Beatles que Rolling Stones quand même. Hein, plus Beatles que Rolling Stones. Et je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les festivals de musique. J'avais assisté à un ou deux, notamment un en Belgique, où les Beatles étaient annoncés, mais ils ne sont jamais venus, quoi. Mais je pense que c'était pour vous faire venir. Mais oui, plus Beatles que Rolling Stones, même si j'aime bien aussi les Rolling Stones. Et aujourd'hui? Ah, il y a un chanteur que j'adore. Aujourd'hui, je sais qu'il a eu quelques problèmes de santé. C'est un chanteur belge qui s'appelle Arnaud. Et il a une belle voix, il a de très belles chansons. Il fait aussi des reprises de chansons des uns et des autres. Et sur scène, il est magnifique. Donc je crois qu'il vient à Paris bientôt. J'ai vu ça. Si sa santé le permet, en tous les cas, j'aimerais bien le revoir. Jean-Claude Mailly, merci beaucoup pour ce témoignage en vérité et pour toute la qualité de ce propos. Merci. Merci.